Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque hebdomadaire autour du monde, édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte sur la scène africaine, que ce soit dans le domaine politique ou quand même dans le domaine économique ou quand même dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Donc, très rapidement, nous devons commencer, bien sûr, cette édition par l'agression israélienne contre la bande de Gaza. Bien sûr, ces agressions, ces attaques, ces massacres qui ont été perpétrés par les Israéliens contre les Palestiniens dans la bande de Gaza sous le grand slogan « La défense légitime » d'Israël, cet enfant gâté des États-Unis contre toute attaque. Et bien sûr, quand on parle des États-Unis et leur soutien apporté aux Israéliens, on parle d'un soutien aveugle, presque aveugle. Et les États-Unis sont presque sourds-muets quand on parle des cris des appels toujours lancés par les Palestiniens pour leurs droits, légitimes quand on parle des territoires, pour leurs droits légitimes à la vie, pour leurs droits pour une paix juste et durable quand même avec les Israéliens. Mais justement, après cette attaque pendant le 7 octobre dernier, on a trouvé que les États-Unis ont laissé les mains libres quand on parle des Israéliens pour faire n'importe quoi contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, dans cette grande prison au niveau mondial où se trouvent presque 2,5 millions des Palestiniens qui sont assis là-bas. Et toujours, il y avait des bombardements israéliens aveugles, des atrocités israéliennes, des massacres, des drames, des tragédies qui ont pris place là-bas dans la bande de Gaza. Et de l'autre côté, on trouve que les médias, l'administration américaine quand même, essaie toujours de jeter la lumière seulement sur les attaques qui ont été lancées par le Hamas contre les colons et contre les Israéliens à côté de la bande de Gaza, ou ce qu'on appelle l'enveloppe de Gaza. Donc, à cet égard, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi suit la situation générale des actualités depuis le Centre stratégique de gestion des crises à la lumière de l'évolution de la situation dans la bande de Gaza et ordonne l'intensification de communication égyptienne pour continuer la situation, empêcher l'aggravation entre les Palestiniens et les Israéliens. Bien sûr, il y avait des contacts avec monsieur le président palestinien Mahmoud Abbas, avec d'autres quand même présidents. Donc, plus d'explications dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi suit la situation générale des actualités depuis le Centre stratégique de gestion des crises à la lumière de l'évolution de la situation dans la bande de Gaza et ordonne l'intensification des communications égyptiennes pour contenir la situation et empêcher l'aggravation entre les deux parties. Le président el-Sisi et son palestinien Mahmoud Abbas ont examiné par téléphone l'escalade sécuritaire et militaire sur la scène israélo-palestinienne. Le chef de l'État a souligné le danger de l'absence d'un horizon politique, de l'aggravation des conditions de manière à menacer la vie des civils, la sécurité et la stabilité de la région. Les deux présidents ont également affiché leur extrême préoccupation de la poursuite de cette escalade, engendrant une détérioration des conditions sécuritaires et humanitaires. Messieurs el-Sisi et Abbas ont réitéré que la solution juste et globale à la cause palestinienne est indispensable pour réaliser la stabilité durable dans la région et ce en fonction de la solution à deux États qui repose sur les références de la légitimité internationale. D'autre part, le Conseil égyptien des affaires étrangères a affirmé que l'opération Déluge d'Al-Aqsa était un résultat logique de la présence illégale d'Israël sur les territoires palestiniens occupés et de ses politiques qui incluent une discrimination raciale flagrante, une
usurpation illégale de terre et une expansion injuste des colonies qui privent les Palestiniens de leurs droits fondamentaux, en plus des conditions de vie extrêmement difficiles qu'aucun être humain ne peut supporter. Dans un communiqué publié dimanche, le Conseil a exprimé son vif mécontentement face à la politique de 2 poids, 2 mesures adoptées par les pays occidentaux, en particulier les États-Unis, ainsi que leur silence face aux pratiques israéliennes et aux violations des droits des Palestiniens, leur solution absolue à l'autorité occupante et les tentatives de faire obstacle à tout effort visant à accepter la Palestine en tant que membre à part entière des Nations Unies. En fait, vous devez, chers téléspectateurs, mettez en tête ces tentatives de la décontextualisation de cette dernière attaque faite par Hamas, de ce contexte général, de ce cycle de violence perpétrée quand même par les Israéliens contre les Palestiniens. Et comme vous avez vu pendant ce commentaire, par exemple, la raison principale de cette attaque, c'est un résultat tout à fait naturel parce que il y a une force d'occupation, un État qui occupe des territoires d'un autre peuple. Et toujours ce peuple, quand je parle avec plus de précision des habitants de la bande de Gaza, qui sont toujours sous un blocus maritime, terrestre, aérien. Et actuellement, il y a une sorte de punition collective contre ces Palestiniens dans la bande de Gaza. Pas de carburant, pas de nourriture, pas d'eau, pas quand même des aides humanitaires ou des aides médicales pour sauver les blessés et quand même pour arriver aux tués qui ont les résultats, qui ont été les résultats, bien sûr, de ces agressions israéliennes contre la bande de Gaza. Et plus que ça, les Palestiniens sont actuellement dans un choix émis par les Israéliens, une exode vers les territoires égyptiens ou le fait d'être tué dans la bande de Gaza. Donc on parle des tentatives israéliennes pour liquider la cause palestinienne. Autre sujet qu'on a aujourd'hui, c'est le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte, Sameh Shoukry, qui a participé en sa qualité de président de la 27e session de la conférence au climat COP27 à la semaine climatique du Moyen-Orient de l'Afrique du Nord, qui s'est tenue du 8 au 12 octobre dans la capitale saoudienne Riyad. Les explications. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a participé en sa qualité de président de la 27e session de la conférence sur le climat COP27 à la semaine climatique du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord qui se tient du 8 au 12 octobre dans la capitale saoudienne Riyad. Le chef de la diplomatie égyptienne a prononcé une allocution lors de la séance d'ouverture de ces réunions en présence du ministre de l'Énergie de l'Arabie saoudite, le prince Abdelaziz bin Salman, et du président désigné de la COP28, la 28e session de la conférence des parties, l'Émirati Sultan Ahmad Al-Jaber. Monsieur Shoukry s'est dit fier lors de son allocution que la région arabe accueille et mène des négociations multilatérales sur le climat pour la 2e année consécutive et a souligné le succès de l'Égypte à accueillir les récentes négociations sur le climat avec le plein soutien des pays en développement et des pays arabes, ce qui a abouti à des résultats historiques qui soutiennent les efforts internationaux visant à relever le défi climatique. C'est ce qu'a dit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzid. Le ministre des Affaires étrangères a passé en revue les difficultés rencontrées par le processus de négociation et a évoqué les efforts de la présidence égyptienne lors de la conférence sur le climat à Sharm el-Sheikh pour établir et lancer un fonds pour les pertes et dommages ainsi que le succès du lancement d'un programme de travail sur la transition juste centré sur les dimensions économiques et sociales. C'est ce qu'a ajouté M. Abouzid.
M. Choukri a également souligné les efforts de la présidence égyptienne de la conférence, notamment pour parvenir à un équilibre entre les droits et les devoirs et entre les recommandations scientifiques et les responsabilités, et a exprimé sa confiance dans la vision globale des questions climatiques internationales durant la présidence émiratie de la conférence COP28. C'est ainsi, chers téléspectateurs, nous arrivons à notre troisième reportage qu'on a aujourd'hui. Le Premier ministre du Niger, Lamine Zeine, a été reçu en audience par son homologue burkinabé lors d'une rencontre visant à renforcer la coopération bilatérale entre deux pays voisins. Donc, les explications tout de suite. Le Premier ministre du Niger, Lamine Zeine, a été reçu en audience par son homologue burkinabé, Apollinaire Kiliem Ditambela, lors d'une rencontre visant à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays voisins. Face aux défis sécuritaires, notamment la menace terroriste qui sévit dans la région sahélienne, les deux chefs de gouvernement ont réaffirmé leur volonté de collaborer étroitement. Ils ont souligné qu'ils partageaient un ennemi commun et ont exprimé leur intention de mutualiser les efforts pour faire face à cette menace. Outre les aspects liés à la défense et à la sécurité, le Niger et le Burkina Faso ont également l'intention de développer leurs relations dans les domaines économiques et culturels. En tant que pays enclavés, ils sont confrontés à des défis similaires et ont identifié les opportunités de coopération pour relever ces défis ensemble. Les deux premiers ministres ont fait part de leur détermination à surmonter les épreuves et à remettre leur pays sur la voie du développement. Ils estiment que la conjugaison de leur énergie et de leurs ressources permettra de progresser vers un avenir meilleur pour leurs concitoyens. En fait, chers téléspectateurs, on va parler avec plus d'explications comment les Arabes et les Égyptiens ont reçu un soutien de la part de leurs frères africains contre l'occupation israélienne et pendant la guerre de libération de 1973. Et avant de laisser les paroles et les témoignages à notre invité qui se trouve actuellement en ligne, M. Joseph Kitté, le journaliste congolais spécialiste des affaires africaines. Je dois vous rappeler que la guerre de 1967 a représenté une sorte d'évolution, un tournant dans l'histoire des Arabes, des Égyptiens, des Africains. Israël, pendant cette agression perpétrée en 1967, il a fait beaucoup d'atrocités, beaucoup de massacres. Il a occupé les territoires arabes des Palestiniens, de l'Égypte, de la Jordanie, de la Syrie, de quand même Liban. Donc après ça, il y avait une sorte de réaction de la part des Arabes, de la part des Égyptiens, et une sorte de soutien apporté par les Africains. Comment, c'est ce qu'on va savoir ensemble à travers les explications de M. Joseph Kitté. Bonjour M. Joseph, et toujours vous êtes le bienvenu sur NAL TV International. Bonjour journaliste, bonjour, je salue les téléspectateurs et tout le monde et la radio qui nous écoute aussi. On doit également vous saluer parce que vous racontez des témoignages très sérieux, très importants quand on parle de cette lutte de la part des Arabes contre l'occupation israélienne et une lutte qui a reçu un soutien de la part des Africains. Comment, monsieur ? Voilà, il me faut au moins 2 heures, 3 heures pour
essayer de parler, donc d'étaler cette situation. Mais en bref, sache très bien que l'Égypte a consenti beaucoup de sacrifices pour la lutte à la libération de l'Afrique. L'Égypte, Nasser a présidé pendant presque 6 ans le comité pour la libération de l'Afrique, qui a été, après cette date, soumis à la main du président Jules Nyerere, parce que la lutte devait continuer vers le sud. Donc, il y avait le président Moubarak, il y avait Mohamed Fayek et les ministres des Affaires étrangères d'État qui sont partis à Tanzanie pour qu'on puisse préparer cette relève. Alors, tout ce qui devait se passer en Égypte, comme l'entraînement des militants et donc l'aide, comment disait, les armes qu'on devait donner militairement, devait passer maintenant de l'Égypte à la Tanzanie, là où l'Égypte avait consenti vraiment les bureaux de l'attaché militaire égyptien et c'est l'état-major général de Tanzanie avait préparé des lieux pour entraîner les combattants de l'Afrique. Ça se faisait secrètement, tout ça, jusqu'à ce que la lutte a pris fin. Donc, l'Égypte, président Nasser, après avoir remis la canne auprès de Nyerere, ça continuait toujours à donner tout ce qu'il a fallu pour la libération de l'Afrique. Donc, l'association africaine, jusque-là, continuait à siéger, là où il y avait tous les représentants des mouvements de libération de l'Afrique, par exemple ZAPU, ZANU, les MNC, les ANC, c'est le mouvement patriotique, le mouvement pour la libération du Congo. Tous ces mouvements de libération avaient des représentants à Zamalek, là où se trouvait l'association africaine. C'était pour vraiment donner un coup d'envoi, pour approfondir et pour consolider cette lutte. Alors, à ce moment-là, déjà, il existait ce que nous appelons la radio, que nous appelons aujourd'hui, qui continue à fonctionner aujourd'hui, c'est la Voix de l'Afrique. La Voix de l'Afrique a été créée après la Voix de l'Afrique. Même, on peut dire que Saute l'Arabe, qui a été créé en premier lieu pour soutenir la lutte du peuple algérien, était le premier. Et puis, il y avait eu maintenant la suivi, c'était cette émission Service d'outre-mer de la radio égyptienne, où toutes les langues, donc l'Asie, il y avait les langues asiatiques, l'Indonésie avait là-bas, l'Inde avait aussi sa place dans cette famille linguistique. Il y avait les programmes Zulu, Shona, Sendibele, plusieurs celles de Nigeria. Il y avait de Nigeria pour le Sénégal, il y en avait aussi. Donc dans toutes les langues purement africaines, pour que cette lutte puisse être vraiment une lutte bien, qu'elle puisse guider la lutte et aussi condamner et de jouer les propagandes que les pays, pas occidentaux, mais les pays colonisateurs voulaient détruire, voulaient toujours changer, désorienter notre élite. Alors, voilà ce que l'Égypte avait vraiment consenti comme sacrifice en bref. Donc, nous pouvons dire ceci, dans tout ce qui précède, que l'Égypte, les pays africains, l'Égypte a été aussi le siège de l'OSPA, Association de solidarité donc afro-asiatique. Les sièges étaient ici à Tahrir, à côté. Donc Monsieur Joseph Kideta, Monsieur Joseph, donc vous trouvez que l'Égypte a essayé toujours de lutter contre le colonialisme qui a mis la main sur les pays africains, sur leurs ressources, sur leurs richesses. Israël était le résultat de ce colonialisme et qui sévissait dans les pays africains. C'est pourquoi les Africains, après ça, ont réagi énormément pour soutenir les Arabes et les Égyptiens contre cette occupation israélienne qui est l'extension de ce colonialisme, notamment occidental, n'est-ce pas? Monsieur Joseph.
Monsieur Joseph Keteta, est-ce que vous êtes toujours en ligne? Monsieur Joseph Keteta, donc c'est vrai qu'il y a un problème dans le contact, mais en tout cas, je dois vous rappeler que, comme vous avez vu, il y avait des soutiens apportés par les Égyptiens, par les Arabes, contre le colonialisme au sein de l'Afrique. Et par conséquent, les Africains, quand ils ont vu les Égyptiens et les Arabes dans une lutte acharnée contre l'occupation israélienne et qui a violé les droits de vie des Arabes, qui a violé les droits légitimes des Arabes dans leur territoire, notamment quand on parle des Palestiniens jusqu'à maintenant. Donc les Africains considéraient Israël comme une force d'occupation occupant un territoire d'un pays africain. Quand on parle de 1973, ou plutôt après cette agression faite par les Israéliens en 1967, et le fait accompli créé par les Israéliens, et ces tentatives de tuer, de massacrer le peuple arabe, le peuple palestinien, de violer les droits légitimes de ces peuples dans la vie, on a trouvé qu'il y avait une réaction de la part des Africains qui ont, encore une fois, considéré Israël à cette époque comme une force d'occupation occupant le territoire d'un pays africain. Donc, comme vous avez quand même vu, avec la montée du soutien arabe au mouvement de libération nationale en Afrique australe et la déception des dirigeants africains à l'égard des pays occidentaux, l'intensité des critiques africaines à l'égard de l'agression israélienne s'est accrue jusqu'à atteindre, avant le déclenchement de la guerre d'octobre 1973, le point de rompre les relations diplomatiques avec Israël. En 1972, Ouganda a rompu ses relations avec Israël et 7 autres pays lui ont emboîté le pas, à rappeler le Tchad, le Mali, le Niger, le Congo-Brazzaville, le Burundi, le Zaïre à cette époque et le Togo. Donc aujourd'hui, quelle sera la position de la communauté internationale vis-à-vis de ces crimes de guerre perpétrés par les Israéliens contre les Palestiniens, contre ces tentatives de bloquer le voie politique, le voie humanitaire, le voie de la paix de la part des Israéliens? Quelle sera encore une fois la position de la communauté internationale qui brandit toujours ce slogan de droits de l'homme? C'est ce qu'on va savoir dans les prochains jours, mais jusqu'à maintenant il y a une sorte de déception tout à fait sérieuse et une sorte de choc quand on voit cette position presque sourde, muette, mais de la part de la communauté internationale et qui voit jour et nuit les massacres perpétrés par les Israéliens contre les Palestiniens, notamment dans la bande de Gaza. Donc c'était tout pour cette édition. Merci et à la prochaine.